titre de notre session est IA et santé, faux semblants et vraies avancées. Certains, vous le savez, comme d'habitude, nous promettent le pire, ressassant les refrains sur l'être humain perfectible mais bientôt dépassé par les machines. Même le médecin n'y échapperait pas, nous dit-on. Robots, chirurgiens et algorithmes surpuissants lui auront bientôt réglé son compte. C'est le sujet que nous abordons avec nos invités qui sont Clément Cabane, président de Garbet France, et Sylvain Cussé-Blanc, qui est maître de conférence en informatique à l'Université de Toulouse 1. Et cette session IA et santé est modérée, animée par Béatrice Parino, qui est rédactrice en chef adjointe au Point. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, merci à vous deux. Un informaticien, un industriel. Je vais peut-être vous demander, avant de rentrer dans le vif du sujet, de nous expliquer un peu ce que vous faites en vrai, qu'est-ce qui se cache derrière votre titre et quelle relation ça a avec l'intelligence artificielle. Peut-être d'abord Clément Cabane. J'aurais laissé l'honneur à la jeunesse, mais bon. Alors, la société Garbet est un laboratoire pharmaceutique français qui a la particularité d'avoir, pour ceux qui connaissent le monde de la radiologie, Garbet ne travaille que dans la radiologie, un monsieur qui s'appelle monsieur Röntgen. Il a inventé les rayons, enfin il a découvert les rayons X. Et à côté de lui, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Gerbet, qui a inventé le premier produit de contraste, parce que pour tous ceux d'entre vous qui un jour avaient dû passer un examen radiologique, il y a un moment, il faut vous injecter un produit pour qu'on puisse voir la différence entre les organes ou le sang et l'air. Et donc ce monsieur Gerbet a inventé le premier produit radiologique au monde, et avec monsieur Röntgen, ils l'ont injecté. Alors à cette époque-là, il n'y avait pas les moyens de précaution, donc ils sont vite tous les deux morts d'irradiation. Mais ils ont aidé la science à ce qu'est aujourd'hui la radiologie et 110 ans plus tard, les débuts de l'intelligence artificielle. Sylvain Cussé-Blanc, on vous a présenté comme maître de conférence, mais vous êtes également chercheur. Quel est votre domaine de recherche? Donc c'est ça, oui, je suis enseignant-chercheur à l'université et en informatique. Et donc moi, je travaille sur le développement de logiciels qui permettent de simuler des boîtes de culture cellulaires dans le but d'avoir des outils informatiques pour développer et optimiser des thérapies, par exemple contre le cancer. Donc tester dans l'outil informatique les thérapies de demain avant de les tester de manière biologique dans une boîte de culture classique et les tester ensuite sur les patients. Donc l'idée, c'est un petit peu d'accélérer les développements des thérapies pour faire gagner du temps pour les chercheurs en biologie. Mais concrètement, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? À quoi ça pourrait ressembler? Alors concrètement, à quoi ça ressemble? C'est des lignes de code, des programmes, beaucoup d'interactions avec les biologistes, parce que l'idée, c'est qu'on doit comprendre ce qu'eux comprennent de la biologie et que nous, on doit les représenter dans nos programmes. Et ensuite, une fois qu'on a une bonne représentation, donc des comportements des cellules, de la physique qu'il peut y avoir entre les différentes cellules, des interactions chimiques qu'il peut y avoir avec des composants, des drogues, des produits, des molécules thérapeutiques, etc. Donc les intégrer à nos modèles et ensuite utiliser des algorithmes, dont des algorithmes d'intelligence artificielle, afin de trouver des protocoles ou des façons d'utiliser des protocoles thérapeutiques un peu novatrices dans le but de produire de meilleures thérapies, je dirais. Clément Cabane, on dit que l'intelligence artificielle, une des principales avancées attendues, concerne le secteur de la radiologie. Est-ce que c'est vrai? À quoi s'entendre et quand on pourra voir ces avancées? Alors, l'intelligence artificielle, ou surtout ce qu'on a commencé à appeler l'intelligence augmentée, a commencé par l'imagerie médicale. Donc la personne précédente, M. François Chollet, donne une très bonne transition à notre table ronde. Lorsque vous allez passer un examen radiologique, vous passez dans ce qu'on appelle un scanner ou ce qu'on appelle une IRM, une grosse machine ronde qui, quand on est claustrophobe, vous donne des sueurs. Mais les industriels de l'équipement qui ont commencé à commercialiser ce type de produit
ont commencé à mettre à l'intérieur de ces machines des outils qui permettent aux radiologues de les aider dans la qualité du diagnostic. Donc il y a maintenant une quinzaine d'années que l'intelligence augmentée, elle n'était pas artificielle, a vu le jour grâce au développement industriel de la radiologie. De plus en plus, les outils aujourd'hui à disposition commencent à devenir de l'intelligence artificielle, avec de l'aide au diagnostic, qui reste aujourd'hui dans le monde de la santé. Je ne m'apporte pas et j'aborderai pas les sujets tels qu'ils ont été évoqués avant. Dans le monde de la santé aujourd'hui et dans le monde de la radiologie, aujourd'hui, ce qu'on appelle le deep learning ou l'intelligence profonde fait qu'un outil ne remplace pas un médecin. Il arrive plus ou moins à peu près à faire la même chose, mais on est encore loin de les films de science-fiction où demain, effectivement, le médecin radiologue ou le médecin oncologue sera capable de dire à la machine « occupe-toi de mon patient et fais-moi le diagnostic ». On en est encore très loin, ça arrivera très clairement, ce que j'ai entendu précédemment le montre, mais on en est encore très loin. Mais l'imagerie médicale, et c'est pour ça que le groupe auquel j'appartiens se lance à l'intérieur, c'est parce que l'imagerie médicale est au cœur, au sein de la santé, des futurs outils d'imagerie d'intelligence artificielle. Quelles avancées futures, à quoi s'attendre encore? Parce qu'on a parlé de la radiologie, mais est-ce qu'on voit d'autres domaines dans lesquels l'intelligence artificielle devrait débouler rapidement dans nos vies médicales? Est-ce qu'on en est vraiment encore à la science-fiction ou pas? À mon avis, donc, il y a encore beaucoup de travail avant que ce soit réellement utilisable tous les jours par les médecins dans leur travail. Mais à mon avis, dans le diagnostic, il peut y avoir une grande aide de l'intelligence artificielle, étant donné que maintenant, la quantité de données que les médecins doivent intégrer pour prendre un bon diagnostic et le meilleur diagnostic possible, et ensuite, à partir de ce diagnostic, trouver la meilleure stratégie thérapeutique, étant donné qu'on a des données qui viennent de diverses formes, de données d'imagerie, d'analyse sanguine, etc., et des tonnes de molécules thérapeutiques qui peuvent être utilisées, je pense que ça devient de plus en plus à intégrer pour un être humain. Et l'intelligence artificielle peut aider dans ce cadre-là, c'est-à-dire à prendre une décision, éclairer le médecin avec cette décision-là et expliquer, là il y a beaucoup de travail à ce sujet-là, expliquer au médecin pourquoi c'est ce diagnostic-là, et ensuite proposer une thérapie adaptée à cette pathologie. Mais ça, c'est imaginable dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans ou... C'est une très bonne question. Non, je dirais, c'est pas demain, c'est certain, mais dans 10, 20 ans, je dirais, on aura des bonnes avancées qui permettraient de le faire, en tout cas. Tous les deux, vous avez utilisé le mot « aider », le verbe « aider ». Ça doit aider le médecin. On entend beaucoup de choses aussi. Il y a une promesse qui est celle de remplacer le médecin. Ça, c'est un schéma, un scénario que vous mettez de côté pour des raisons culturelles, philosophiques ou techniques? Pour moi, en fait, c'est une décision de la société à prendre. Est-ce qu'on veut demain aller chez le médecin et parler à un ordinateur, ou est-ce qu'on veut demain aller chez le médecin et parler à un être humain qui est aidé par un ordinateur? Et donc c'est une décision qui doit être prise au niveau sociétal, donc à travers les pouvoirs politiques, etc., de dire on remplace tous les médecins, donc on licencie tous les médecins, on les remplace par de l'intelligence artificielle, ou bien on garde tous les médecins, on garde la même quantité de médecins, mais on libère du temps pour que les médecins soient aidés par de l'intelligence artificielle, et on libère le temps gagné par l'intégration des données, gagné par l'analyse des imageries, etc., pour le redonner à du temps pour expliquer la pathologie, par exemple, ou expliquer une thérapie, une stratégie thérapeutique qui aurait été prise par la machine. Donc pour moi, personnellement, mais là c'est que mon avis personnel, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et qui est
parce qu'on a besoin, dans un cas de problème de santé, d'avoir un humain en face, avec toute l'empathie qu'il est capable, etc. Et comme ça a été dit, il y a 2 tables rondes, les émotions dans la machine, ça c'est encore un autre problème, et c'est beaucoup plus long terme pour être capable d'avoir une machine qui a de l'émotion et qui est capable de capter de l'émotion. Est-ce que, justement, parce que parfois on dit que l'émotion peut brouiller le diagnostic, est-ce que finalement, ces machines-là, elles vont pas être plus objectives, plus efficaces que les médecins? Pardonnez-moi, moi j'insiste pour le scénario sans médecin, la machine, parce qu'on est tous un peu, j'imagine, ici dans la salle, chaque fois qu'on a une petite toux, voire plus, à chercher des informations sur Internet. Donc moi, je m'imagine avoir ma petite machine dans 10 ans, dans 15 ans, qui va me diagnostiquer. J'aurai mon médecin à la maison, comme j'ai aujourd'hui d'autres appareils connectés qui me disent quand me réveiller, quand éteindre la lumière. Ça, c'est inimaginable, donc. La machine va être plus précise que l'être humain sur certains points bien précis. Sur l'analyse d'images médicales, par exemple, elle est en train de surpasser les radiologues. Il y a eu des très bons articles à ce sujet-là dans la littérature qui ont montré que la machine fait moins d'erreurs que les radiologues moyens, on va dire. Par contre, la décision médicale, pour moi, elle doit rester quand même humaine. La décision finale, même si elle est éclairée par une intelligence artificielle, elle doit rester une décision humaine. Dans le développement de nouveaux produits médicaux ou de nouvelles machines, la question de l'éthique, est-ce qu'elle est soulevée dès le début du process de fabrication? Est-ce que ça arrive in fine? Et enfin, est-ce que vous êtes l'un et l'autre légitimes à poser et à résoudre des questions d'éthique? Parce que finalement, c'est vos algorithmes qui diront oui ou non si on est malade, oui ou non si on mérite d'être soigné. Qu'en est-il ? Je vais répondre à votre question, mais je reviens à ce que vous disiez précédemment. Il y a le diagnostic, va-t-il être, ou la thérapie va-t-elle être traitée par les machines? En médecine, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la clinique. Je vais vous donner un cas assez simple. 70% des céphalées, donc le mal à la tête, ça vient de là. Donc quand je suis une machine, j'arrive, j'ai mal à la tête. Vous avez mal à la tête, pourquoi? Vous avez mal à la tête parce que vous êtes migraineux? Vous avez mal à la tête parce que vous avez des problèmes optiques? Ou c'est parce que vous avez mangé un chili con carne? Là, la machine, elle ne va pas être capable de déterminer ça pour le moment. Donc la clinique et le fait de comprendre le mode de fonctionnement du corps humain, les signaux physiologiques, on a tous les mêmes. Par contre, le mode de fonctionnement du corps en fonction de son alimentation, en fonction de son environnement, c'est ce qu'on appelle la clinique. Et là, un dialogue entre son praticien et son patient devient clé. Et à partir de là, on va commencer à orienter le diagnostic et ensuite la thérapie. Donc, tant que les machines n'auront pas cette capacité à comprendre la clinique, les médecins ont encore un avenir, pour moi radieux, je pense que je mangerai les pissenlits par la racine, qu'ils seront encore présents sur la surface de la Terre. Ce que vous disiez rejoint cette approche-là, c'est-à-dire que même si je suis industriel, non forcément, je n'ai pas la légitimité pour dire que l'algorithme qui sera celui qu'un jour les laboratoires de l'entreprise qui m'emploie sortiront seront les meilleurs du monde. Ils seront les meilleurs du monde pour moi. Donc là où les industriels ont besoin de jeunes hommes comme ça, c'est pour justement garantir le fait que les outils qu'on va être amenés à proposer ont bien une collaboration avec ce qu'on appelle l'académique, donc en fait des organisations qui n'ont pas un but mercantile et qui vont pouvoir garantir au grand public et donc aux patients que ce qui va être traité, précédemment il y avait l'intervention sur la fameuse boîte noire, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et tout le danger est là, même si on est industriel, on a une obligation éthique, on a une obligation humaniste qui est de se dire ne faisons pas n'importe quoi, travaillons avec des individus ou des jeunes gens comme ce monsieur qui vont pouvoir
garantir, dans la mesure de ce qu'on peut garantir, parce que on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de ces fameuses boîtes noires, mais garantir que le diagnostic qui va être donné ne va pas immédiatement amener le médecin dans une thérapie qui va être une thérapie d'horreur pour le patient et le brûler là où il ne fallait pas le brûler et donc un degré de morbidité qui ne peut pas être acceptable. Sylvain, est-ce que d'ores et déjà, vous, dans vos recherches, pendant vos recherches, vous posez ces questions-là ou ça va arriver quand 2 mois avant que votre étude soit bouclée et rédigée? Alors non, je me pose déjà la question. En fait, la table ronde, encore une fois, d'avant était une parfaite transition à ça. Je fais partie d'ANITI, donc du laboratoire d'intelligence artificielle de Toulouse qui a été nouvellement créé. Et en particulier, je suis impliqué sur la chaire juridique dont on parlait aussi juste avant. Alors, on n'a pas tous, dont moi, participé à la table ronde d'avant. Donc, si vous pouvez dire ce que c'est, comment ça marche. Alors, ANITI, c'est un institut qui a été créé il y a 2 mois ou 3 mois, qui a commencé là, qui est financé par le gouvernement à hauteur de 80 millions d'euros, je crois, de mémoire, dont le but est de développer des intelligences artificielles qu'on appelle hybrides dans des environnements critiques. Donc, en particulier le transport, Toulouse étant la ville de l'aéronautique, mais aussi dans d'autres domaines d'application un peu moins prioritaires. Mais pour ma part, moi, je serais impliqué sur la partie santé. Et donc, côté santé, alors si je me souviens bien de la question sur la partie éthique, la question c'est quel serait l'impact d'une intelligence artificielle qui se trompe en analysant une donnée et qui ne détecte pas, par exemple, un cancer. Je prends une imagerie médicale, je l'applique à mon algorithme d'apprentissage profond qui est capable de classifier mes chats à 99% des cas, sauf qu'il se trompe à 1% des cas. Si vous êtes le % qui rate le cancer, juridiquement, ça pose problème. Et donc, comment on construit une intelligence artificielle certifiable, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'elle va donner la bonne réponse à chaque fois. Ou si on n'est pas capable de le faire, comment on peut dégrader un peu le système et utiliser un être humain, donc un médecin pour le coup, qui permettra de prendre la décision en fonction des erreurs que peut commettre la machine. Donc oui, pour répondre à la question, c'est des choses qu'on étudie et il y a des chercheurs en droit qui sont en train qui commencent leur thèse en tout cas sur la question pour étudier tous les impacts éthiques et le cadre juridique à donner à ces problématiques-là dans nos travaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dit donc que ces 80 millions, ça semble beaucoup, mais au regard des milliards qui sont brassés de l'autre côté de l'Atlantique, en Chine, est-ce qu'en France, on investit suffisamment dans la recherche, dans l'intelligence artificielle ? Alors, l'investissement soit des sociétés privées, soit, comme on l'a vu précédemment, oui, il y a de l'argent qui est mis dedans. Et je pense que le fond du problème n'est pas là. Aujourd'hui, si je reviens dans le futur développement de l'imagerie, de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé, en imagerie médicale et dans d'autres milieux de la santé, il est aujourd'hui une nécessité parce qu'on a à faire face à une problématique de densité de médecins. On a de moins en moins de médecins liés à la loi du numerus clausus. Donc il y a un moment, comme on échangeait tout à l'heure ensemble avec Sylvain, si à un moment on ne laisse pas aux médecins le fait de se concentrer ce pourquoi ils ont fait des études de médecine, c'est-à-dire traiter les patients, il y en a de moins en moins. Donc on va se retrouver à un moment avec une cohorte de gens qui ont vie de plus en plus vieux, mais on est dans un environnement qui est de plus en plus pollué, on a des soucis d'alimentation, donc on est tous potentiellement des facteurs à risque avec des maladies diverses et variées. Donc si à un moment on n'aide pas par le biais de l'intelligence artificielle le médecin là-dedans, on va se retrouver devant une équation qui devient irrésolvable. La problématique aujourd'hui est que l'ensemble de ces éléments sont en train d'arriver, donc l'intelligence artificielle va être une nécessité absolue. On va se retrouver sur ce que disait précédemment M. Chollet, le problème du modèle économique.
Pour ceux qui connaissent le monde de la santé, il y a ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est en cours. Chaque année, c'est voté par les parlementaires. C'est un des plus gros budgets de l'État. C'est ce qui permet à nous tous de pouvoir pousser la porte d'une structure hospitalière, qu'elle soit publique ou privée, et d'être soigné. On ne vous demande pas votre carte bleue quand vous rentrez dans une structure hospitalière en France. C'est un modèle issu de l'ordonnance 48 de création de la sécurité sociale. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est notre modèle en France. Aujourd'hui, on se retrouve devant une situation dans laquelle, quand on a une appendicectomie ou on se fait retirer totalement la prostate, on ne sait pas ce que ça coûte. Et est-ce qu'on s'y intéresse? Oui. Quand on passe en secteur 2, on se dit « Ouh là, mon médecin, il est un peu cher ». Le reste du temps, on n'a pas la notion de ce que ça coûte. L'intelligence artificielle, les futurs produits qui vont arriver, liés à l'imagerie médicale ou liés à la dermatologie, ce type de choses, ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que des chercheurs comme Sylvain, des gens qui vont mettre sur la table leur martyrerie, ça coûte de l'argent. Développer ce type de produit, ça coûte de l'argent. Donc on va se retrouver devant une réflexion qui doit être à la fois sociétale, à la fois politique, mais qui doit être aussi l'ensemble des individus que nous sommes. Nous allons tous vieillir plus ou moins en bonne santé, et à un moment, on va vouloir être traité de la façon la plus digne possible. Donc est-ce que chacun d'entre nous, est-ce que chaque citoyen est prêt à un moment à se dire « Ok, je sais ce que ça coûte, je tiens à mon modèle économique, je tiens à mon modèle de santé, mais est-ce qu'à un moment je suis prêt à accepter de payer un peu plus cher ou d'avoir une modification dans la structure de mes impôts ?» Donc on est devant une réflexion qui là dépasse totalement les progrès de l'intelligence artificielle. Je réinsiste, dans le monde de la santé, on est devant une vraie problématique qui est, on a de moins en moins de médecins, ça va coûter de plus en plus cher, l'intelligence artificielle va coûter cher, est-ce que chacun d'entre nous, à un moment, on est prêt à accepter le vrai coût de la santé? Pour moi, elle est là, la vraie question. Il reste 7 minutes, j'ai vu là-haut, et maintenant, tu es descendu. Emmanuel, on va laisser la parole au public et la possibilité de poser quelques questions. Bonjour. Lors de l'entretien précédent et maintenant aussi, vous parlez de la notion de boîte noire. Vous vous rendez bien compte que si vous ne faites pas une traçabilité du raisonnement de la machine, on ne va pas pouvoir lui faire confiance. On ne va jamais faire confiance à une boîte noire. Alors, est-ce que vous avez des transformations possibles pour que la décision soit éclairée? C'est justement une des thématiques du nouvel institut Anity qui a été créé là. C'est comment on éclaire la boîte noire. Ou dans un premier temps, pas forcément éclairer la boîte noire, mais dans un premier temps la certifier. C'est-à-dire que même si je donne une donnée qui est un peu déformée par rapport à celle sur laquelle j'ai été entraîné, je suis capable de certifier que le résultat sera le bon à la sortie. Mais aussi, et en particulier dans le monde médical où le médecin, c'est une obligation légale, doit être capable d'expliquer le pourquoi du diagnostic a été pris. Donc là, il y a une vraie question au niveau de la technologie, c'est comment on fait pour développer des intelligences artificielles qui permettent de le faire. Donc il y a d'autres techniques que l'apprentissage profond, qui est le principal pourvoyeur pour l'analyse d'images. Sur le diagnostic, par exemple, ce n'est pas forcément celle-là qui est utilisée, mais elle va être utilisée par endroit. Mais oui, on y travaille. Ça fait partie des cœurs des sujets de recherche, sur Toulouse en particulier, sur comment on éclaire la prise de décision dans les algorithmes d'intelligence artificielle. On va prendre la question suivante, pile poil au centre. D'accord, très bien. Tout à l'heure, vous parliez des problèmes dans les diagnostics, par exemple le 1%, si jamais c'était vous, etc. Est-ce que vous aviez plusieurs systèmes en place, comme par exemple de la redondance, de telle façon que ces erreurs ne se produisent pas, que ce soit des erreurs de diagnostic ou d'absence de diagnostic? Et alors, après, un médecin va pouvoir vérifier derrière si effectivement c'est bien le cas, après qu'il y ait un triage dans tous ces différents systèmes. C'est une très bonne question. Alors, au niveau industriel, les solutions qui sont proposées pour les médecins actuellement, je ne pourrais pas répondre à la question. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt éclairer le médecin. C'est-à-dire quand on reprend encore l'analyse d'image médicale, qui est un des cas sur lesquels on travaille aussi actuellement, on n'est pas plutôt lui dire, bon, tiens, voilà le résultat de l'IA, mais plutôt
focalise ton intervention à ces endroits-là. Parce que partout ailleurs, je suis sûr qu'il n'y a rien. Donc par exemple, je vais chercher les quelques cellules qui pourraient être intéressantes à regarder. Et donc, bon, c'est peut-être intermédiaire comme réponse par rapport à ce que vous dites, mais c'est plutôt, voilà, c'est comment on assiste au maximum le médecin pour qu'il passe le moins de temps à analyser l'image, mais ce sera, enfin, à l'heure actuelle, toujours le médecin qui va prendre la décision finale. Est-ce que telle ou telle cellule est cancéreuse ou pas, par exemple? Je vais vous donner un cas concret à votre question. Dans le dépistage du cancer du sein, est organisé en France plusieurs niveaux de lecture. Donc, qui répond exactement à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'un homme sur deux sur la Terre est une femme. Donc, quand une femme va faire un diagnostic ou une mammographie, un premier niveau de lecture est fait. La machine peut être là pour aider à ce qu'on appelle la détection des ganglions sentinelles. Et ensuite, un deuxième niveau de lecture est fait en fonction de la criticité trouvée. Et à partir de là, la donnée qui est faite est totalement non connue du praticien qui la regarde, qui a un niveau d'expertise supérieur, de façon à bien s'assurer derrière que ça reste l'œil humain, certes avec ses perfections, mais c'est l'œil humain qui continue à regarder la façon dont le diagnostic doit être fait. Je vous en prie. Bonjour, je suis infirmière, donc particulièrement concernée par la santé. Les progrès de l'intelligence artificielle et des diagnostics posés sont évidemment très intéressants et permettent de libérer du temps aux médecins. Mais comment est-ce que vous envisagez l'avenir des personnels infirmiers dans la mesure où aujourd'hui l'hôpital est en crise et que soigner plus vite et mieux par des diagnostics efficaces, c'est bien, mais la prise en charge autour est aussi très importante. Alors, c'est un très bon rappel à l'ordre. Quand j'entends médecin, vous avez raison, c'est l'ensemble du personnel de santé, parce que les médecins, sans le personnel de santé, ils ne savent pas faire et vice-versa. Donc merci de ce rappel à l'ordre. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est qu'aujourd'hui, l'hôpital est en crise, suite d'une loi qui s'appelait HPST, que vous devez connaître. Et l'hôpital est en crise de fonctionnement et d'organisation. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir aider dans la restructuration? Là, sincèrement, j'y crois pas. Je pense que c'est le modèle de société qui doit être repris. Et là, je sors du cadre, mais en remettant ceux qui font la structure hospitalière, c'est-à-dire les gens comme vous, au sein des structures. Je crois que le président de la République a commencé à comprendre que ça passera par des professionnels de santé qui sont capables de dire quel est le bon modèle pour le suivi des patients et arrêter de se dire qu'on fait de l'argent dans un modèle de santé qui est celui de la France. On va prendre une dernière question, je vous en prie, monsieur. Oui, merci beaucoup. Sur la question de l'explicabilité, Yann Lequin, dont on parlait tout à l'heure, prend la position inverse. Il explique que nous n'arrêtons pas d'utiliser des systèmes qui se trompent et qu'on ne sait pas expliquer. Il donne l'exemple du chauffeur de taxi. On fait confiance à son chauffeur de taxi ou à son pilote d'avion. On ne sait pas ce qui se passe dans son cerveau. On utilise en permanence des outils qui se trompent. Les médicaments ont des erreurs. Les tests, les médicaments ne sont pas explicables. On ne sait pas très bien comment fonctionne tel ou tel médicament. On l'utilise parce qu'on l'a testé. De la même façon, on a des tests pour des maladies. On connaît les erreurs de type 1 ou de type 2, on sait que lorsqu'il y a tel type d'erreur, on refait un deuxième examen, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Lui, il dit l'explicabilité n'est pas un plus. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de tester la qualité de notre système, indépendamment du fait que pour un très grand nombre d'applications, le fait de se tromper de temps en temps n'a aucune importance. On a parlé tout à l'heure du bricolage des images ou des choses comme ça. Mais donc, lui dit... on est dans un cas de figure très général où finalement on ne sait pas très bien comment ça marche, mais on peut tester la valeur et on peut tenir compte de ce qu'on sait sur la probabilité de succès. Alors sur le fait que la machine fasse des erreurs, je pense qu'à l'heure actuelle, au niveau sociétal, on est capable d'accepter qu'un humain fasse une erreur. Je ne suis pas sûr qu'on est capable d'accepter qu'une machine fasse une erreur.
Si on sort du contexte de la santé, qu'on prend le véhicule autonome, il y a 5000 morts à peu près, ou peut-être 3000 maintenant, ces derniers temps, sur les morts, de morts sur les routes tous les ans, dû à l'alcool, dû à ce que vous voulez comme raison. Je pense qu'on entendra beaucoup plus parler du premier mort dû à un véhicule autonome, parce que ce sera une machine qui aura tué un humain ou plusieurs humains. Par contre, on ne parlera jamais des centaines de vies ou des milliers de vies qui auront été sauvées par le véhicule autonome. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, la machine va faire des erreurs, mais je pense que c'est quand même notre travail aussi, en tant que chercheur, de réduire au maximum cette marge d'erreur, et donc de proposer des systèmes les plus certifiés possibles, avec le moins d'erreurs possible, en particulier dans des systèmes critiques, dont la santé, et je dirais presque en premier lieu la santé, puisque là, l'erreur peut engendrer des catastrophes au niveau des patients. Après, et ça revient à la question qui était posée précédemment, on peut aussi aiguiller le médecin en disant, bon ben voilà, j'ai un système qui n'est pas parfait, à toi de prendre en compte les imperfections et de mesurer ça par rapport à ça, et que ce soit l'humain au final qui prenne la décision au niveau des risques qui peuvent être engendrés par une erreur de la machine. Merci à tous. Merci à tous les deux.